Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres, l'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré- et post-natal. Alors j'ai créé Anahata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin. Car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi. Alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anahata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charline, qui est sage-femme et qui vient nous parler de contraception dite féminine. Alors aujourd'hui, on va parler de pilules, de implants, de stérilés, de anneaux, diaphragme, symptothermie, retrait, enfin bref, plein de moyens de contraception. L'objectif de cet épisode, c'était surtout de vous présenter tous ces moyens de contraception qu'il existe, même si des fois ce n'est pas toujours facile de pouvoir choisir quelque chose qui nous correspond. Mais justement, Charline va nous faire changer un peu notre manière de voir les choses et de peut-être essayer de choisir sa contraception en se posant plus facilement la question de quelle efficacité de contraception nous voulons et surtout, est-ce que nous voulons une contraception devoir y penser tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ou ne pas avoir à y penser pendant des années. Bref, je veux pas tout vous spoiler parce que franchement cet épisode fait partie de mes préférés, je pense, parce que je l'ai écouté, réécouté. Et je vous laisse avec le discours du coup de Charline. Et pour tout ce qui est contraception masculine, ne vous inquiétez pas, il y aura prochainement un épisode qui détaillera entièrement toutes les contraceptions dites masculines. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Belle écoute. Bonjour Charline et bienvenue sur Anahata Podcast. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de contraception et surtout pour pouvoir aider les femmes. Parce que oui, aujourd'hui, on va surtout parler de contraception dite féminine. On parlera de contraception masculine dans un autre épisode de podcast. Donc merci Charline de venir au micro d'Anahata Podcast. Et avant de commencer à parler de contraception, est-ce que tu peux te présenter ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'adore parler de contraception, donc je suis très contente. Je m'appelle Charline, je suis sage-femme. Je suis sage-femme depuis plus de 6 ans. Actuellement en libéral depuis bientôt 3 ans. Et avant ça, j'ai travaillé en hospitalier. Voilà, j'adore parler de gynéco, donc je suis ravie. Et je tiens également un compte Instagram qui s'appelle tout simplement charline.sagefemme. Parce que j'avais pas d'autre idée de pseudo quand j'ai créé mon compte, où je délivre de l'information de manière, je l'espère, ludique et accessible autour de la gynécologie, de la grossesse, de la santé féminine au sens large. Voilà, tout simplement parce que je pense vraiment qu'en diffusant du savoir, et c'est aussi ce qu'on va faire avec ce podcast, ça permet de redonner du pouvoir aux personnes concernées. Et donc, voilà les réseaux sociaux. Ah, c'est sûr. Et non, je peux te confirmer que tu le fais de manière vachement ludique. Il y a des fois où je me dis, mais où est-ce qu'elle nous sort ces idées ? Mais j'adore. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de montrer certaines de ces vidéos à mes patientes. Donc, elles m'ont dit, mais elle travaille pas loin ? Non, ça, je crois que ça va faire un peu loin. Mais je suis sûre, il y a d'autres sages-femmes qui expliquent aussi bien aussi, donc faut pas hésiter. Des années de s'entraîner. Oui, mais il faut avoir l'inventivité des fois pour faire comprendre un peu à nos patientes et c'est ça qui est cool. Et donc, c'est aussi pour ça que je t'ai invitée sur le podcast parce que j'adore ta manière d'expliquer. Je trouve ça ultra clair pour les personnes qui ne sont pas du tout du monde médical. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet. Déjà, la première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour choisir sa contraception ? Alors, je sais que je mets un peu les deux pieds dans le plat, mais bon. Mais c'est une super question et en fait, c'est effectivement la première question à se poser. En fait, on peut se poser énormément de questions. Déjà, la première, c'est est-ce que je connais tous les moyens de contraception pour pouvoir en choisir une ? Eh bien, il faut que j'ai un choix complet. Et ensuite, l'une des premières questions à se poser, c'est est-ce que j'ai des contre-indications médicales ? C'est pas forcément aisé de pouvoir y répondre seul. C'est aussi pourquoi faire une consultation avec un professionnel, c'est essentiel. En discuter donc avec sa sage-femme, son gynéco, son médecin généraliste, parce que c'est cette personne qui va savoir, pour certains contraceptifs, dire s'il y a des contre-indications médicales. Parfois, on arrive sûr de soi en consulte, c'est bon, j'ai tout regardé, je sais que je veux ça. Et là, en fait, on vous dit, oui, mais non. Donc, c'est une information, pour le coup, hyper importante, parce que les contre-indications médicales, c'est non négociable. Et ensuite, il y a plein de questions qu'il faut se poser.
premièrement, comment on fait pour choisir sa contraception? Souvent, on me demande mon avis sur les contraceptions. Bah, selon toi, Charline, t'en penses quoi de cette contraception? Et vraiment, ça fait hyper bateau. Et c'est un peu la réponse à chaque question de chacun de nos patients, mais c'est toujours vrai. La meilleure contraception, c'est vraiment celle qu'on choisit. Et vraiment, et ça, les études le montrent, quand on comprend sa contraception, ses avantages, ses inconvénients, ses tenants et ses aboutissants, eh bien, on a une meilleure observance et donc également une meilleure efficacité. Et donc, c'est vraiment non négociable. La contraception doit être un choix personnel. Et donc, en fait, les questions qu'on doit se poser, c'est des questions personnelles. De quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie, enfin, est-ce que je préfère une contraception à laquelle je dois pas penser? Juste, elle est posée et puis elle fonctionne pendant des mois, des années, ou du moins plusieurs jours. Est-ce que une contraception à laquelle je dois penser tous les jours, ça ne me dérange pas? Est-ce que j'ai besoin d'une contraception qui me protège des IST ou pas? À quel point j'ai besoin que cette contraception soit efficace? Ça paraît bête et ça surprend beaucoup quand je dis ça, mais par exemple, un couple qui sort de 4 ans de parcours PMA peut-être chez qui on a diagnostiqué de toute façon une fertilité très basse, va vouloir utiliser un moyen de contraception, par exemple en postpartum, mais va se dire, en réalité, si ça fonctionne pas à 100%, bah, cet enfant, en fait, on va l'accueillir. Et donc, ça paraît bizarre parce que tout le monde part du principe qu'une contraception doit être ultra efficace, mais non, pour certains, c'est pas forcément la chose la plus importante et ils acceptent une contraception d'efficacité moyenne. Toutes ces questions-là sont hyper importantes, mais aussi les questions autour des règles. Est-ce que j'ai envie ou pas d'avoir mes règles? Est-ce que j'ai des règles douloureuses, abondantes? Est-ce que ma contraception, elle va diminuer mes règles, augmenter l'abondance des règles, diminuer la douleur, augmenter la douleur? Est-ce que ça m'arrangerait de pas du tout avoir mes règles ou j'ai des cycles irréguliers et là, j'aimerais bien les régulariser, même si c'est artificiel? Et donc, en fait, toutes ces questions-là, toutes les personnes qui nous écoutent vont avoir des réponses différentes. Et c'est un peu comme un arbre décisionnel, oui, non, oui, non, oui, non. Et à la fin, au final, il a beau exister des dizaines de contraceptions, bah, en réalité, au final, il reste un choix assez minime quand on a répondu à toutes ces questions perso. Ah oui, c'est sûr. Et comme tu le dis, du coup, là, on va essayer de présenter chacune des contraceptions une à une. Mais au final, en consultation, en fait, on parle directement. Donc, du coup, on n'a pas dit aussi, mais les professionnels de santé qu'on peut consulter pour sa contraception, c'est son médecin généraliste, un gynéco ou une sage-femme. Exactement. En gros, c'est ça. Et du coup, de voir avec ce professionnel de santé-là aussi, vers quoi on s'oriente. De toutes les questions en fait que tu as posées, qu'est-ce qu'on répond, et du coup pour se faire guider aussi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser ces questions en amont, comme ça on a mâché un peu le travail. Mais oui, c'est une vraie discussion, la contraception. On peut aller, et ça je le précise, c'est l'occasion, on peut aller consulter son professionnel de santé juste pour parler contraception, sans forcément qu'il y ait un examen qui aboutisse lors de cette consultation. Juste, j'ai besoin de parler, je me pose plein de questions. Je repartirai ou non avec une ordonnance ou juste des réflexions, mais j'ai le droit d'aller consulter pour poser mes questions complètement. Oui. Et justement, c'est quelque chose que les patientes en général savent peu, alors que même au final pour le cycle menstruel aussi, on dévie un peu, mais pour savoir comment ça fonctionne, il faut surtout pas hésiter. C'est important de savoir comment ça fonctionne. On peut aller chercher dans des ressources sur Internet, etc. Mais pourquoi pas aller directement s'informer vers nos professionnels de santé qu'on n'a pas loin. Exactement, complètement. Et sur ça aussi, c'est vrai qu'il y en a peu qui savent que les sages-femmes font le suivi gynéco, mais bon, on le redit, on en profite, mais bon, vu que tu es là, je pense que ça paraît à peu près clair, mais je le précise quand même. Oui, c'est gentil, merci. Non, mais avec plaisir. Et du coup, comme tu l'as dit, tu as dit quel pourcentage on peut accepter au niveau efficacité, mais est-ce qu'on est bien d'accord qu'en fait, il n'y a aucune contraception qui est fiable à 100%, à part celles qui sont définitives, en fait? Ouais, tout à fait, tout en sachant que même les contraceptions définitives, comme parfois il y a un laps de temps pour que ça fonctionne, il arrive qu'après une opération, il y ait quand même des grossesses. En réalité, tu verras jamais dans un tableau donc de l'indice de Pearl, qui est l'indice du risque de grossesse. Donc, en gros, pour telle contraception, on donne un chiffre de combien de grossesses sont survenues pour 100 femmes en un an. Au plus le score est bas, ça veut dire au moins il y a une grossesse, au plus la contraception est dite efficace. Et donc, on peut classer les contraceptions de la plus efficace à la moins efficace, tout en sachant qu'il existe 2 types d'indices de Pearl, l'indice de Pearl théorique et l'indice de Pearl pratique. Souvent, on parle du théorique, mais en fait, on s'en fout, vu que nous ne sommes pas une théorie, nous sommes des êtres humains. Et donc, la pratique, c'est intéressant quand même. Pourquoi il y a une différence? C'est parce qu'on dit la contraception, l'indice de Pearl théorique,
c'est si la contraception est utilisée parfaitement. Vraiment, il n'y a pas un grain de sable dans la machine. Or, nous sommes des humains et même des contraceptions où on se dit, on n'a rien à faire, je vais donner l'exemple du stérilet hormonal, on peut se dire, en fait, pourquoi il y aurait une différence entre la théorie et la pratique? En fait, c'est parce que nous ne sommes pas des dieux, tout simplement. Et en fait, il y a des choses parfois qu'on peut, vraiment pas expliquer. Il y a aussi d'autres fois, juste en pratique. En fait, j'ai expulsé mon DU, je m'en suis pas rendu compte, ce genre de choses. Donc, il y a toujours une différence qui est plus ou moins importante selon les motifs, selon les moyens de contraception, pardon. Et juste pour citer le top 3 des contraceptions réversibles les plus efficaces, donc en pratique. En numéro 1, l'implant, le DIU, donc dispositif intra-utérin hormonal. En réalité, on dit SIU système quand c'est aux hormones. Et le DIU au cuivre en numéro 3. Et vraiment, en réalité, je les classe, mais ils sont un peu équivalents. C'est vraiment très, très efficace. Et par exemple, la pilule, en théorie, elle pourrait être plus efficace que le DIU au cuivre, alors qu'en pratique, ce n'est pas le cas. Et c'est là où on entend souvent des grossesses non désirées sous DIU, alors qu'en réalité, les chiffres montrent que c'est plus fréquent lorsqu'on prend la pilule. Mais je pense que c'est surtout dû au fait que là, dans les 3 moyens de contraception que tu as dit, qui au niveau de l'indice de Pearl pratique sont les plus efficaces, en fait, c'est parce qu'on n'a pas du tout besoin d'y penser, en fait. Exactement. Oui, parce qu'en fait, on est des humains, donc c'est normal d'oublier. Donc c'est normal qu'il y a peut-être moins de marge aussi d'erreur entre la théorie et la pratique, alors que la pilule, on a besoin d'avoir un suivi. J'imagine que ça peut aussi dépendre des médicaments. Enfin, ça, on va peut-être l'approfondir un peu plus tard. Mais au final, forcément, il y a une marge entre la théorie et la pratique qui peut forcément être un peu plus grande. Donc c'est sûr. Justement, est-ce que tu veux commencer par nous expliquer un peu comment fonctionne la pilule contraceptive? Oui, complètement. Pour rappel, pour faire un bébé, parce qu'en fait, pour partir de là, la contraception, le but, c'est donc de ne pas avoir d'enfant. Pour faire un bébé, il faut plusieurs choses. Il faut avoir un utérus, et dans cet utérus, il faut avoir un endomètre. Donc l'endomètre, c'est la muqueuse intra-utérine qui va se modifier au cours du cycle pour grossir et faire un nid douillet pour accueillir et permettre une grossesse de se développer. Donc, il faut se nid douillet. Mais il faut également de quoi confectionner un œuf, c'est-à-dire un ovule et un spermatozoïde. Et donc, les hormones qui vont avec pour avoir ces gamètes-là. Mais également, il faut, du côté de la personne qui a un utérus, de la glaire cervicale qui aide le spermatozoïde à passer du vagin à l'utérus ou à l'inverse, qui bloque. Mais là, on va dire, on a envie d'avoir l'enfant, donc la glaire cervicale aide les spermatozoïdes. Et donc, en fait, il faut tout ça. Et la pilule va agir sur ces différents axes, sachant qu'il existe 2 types de pilules, les progestatives et les œstroprogestatives. C'est pas tout à fait la même chose. En gros, la manière dont j'explique à mes patientes, c'est que pour dire bref, les pilules œstroprogestatives, c'est les pilules avec le système de prise, 3 semaines de comprimés, 1 semaine de pause, j'ai mes règles, 3 semaines, 1 semaine de pause, j'ai mes règles. Ça, c'est souvent les pilules qu'on prescrit un peu à tout le monde en première intention. Par contre, c'est les pilules qui ont les risques de thromboembolique, donc de phlébite, etc., qu'on déconseille quand on a des antécédents dans la famille d'AVC, d'embolie pulmonaire, etc., des problèmes vasculaires, lorsqu'on fume, lorsqu'on est diabétique, lorsqu'on est en surpoids, etc. C'est ces pilules-là. Donc, on pourrait se dire pourquoi on les prescrit pas à tout le monde. Enfin, pourquoi on les prescrit à tout le monde alors que c'est celles qui ont le plus de risques thromboemboliques? C'est parce que les progestatives, parfois, en termes d'effets secondaires quotidiens, sont plus importantes. C'est les prises en continu et donc il y a plus de risques de spotting, c'est-à-dire de saignement discontinu. Certaines personnes ont leurs règles avec les progestatifs et d'autres non. Et donc, il y a ce côté un peu plus aléatoire qui peut être moins confortable pour la personne qui les prend. Et donc, au final, le risque thromboembolique, il est évalué. Et s'il est faible chez la personne qu'on rencontre, on lui prescrit souvent plutôt, si elle le souhaite, une œstroprogestative. Donc, c'est ça les 2 différences. Et les 2 fonctionnent presque de la même manière. Elles vont, en donnant des hormones artificielles, ça va permettre au corps de moins produire d'endomètre. C'est pour ça que lorsqu'on a ces règles sous pilule, elles sont moins importantes parce qu'il y a une petite création d'endomètre, mais moins importante, donc forcément, ça saigne moins. Oui. La glaire cervicale est moins perméable aux spermatozoïdes et également, ça joue... donc, c'est les hormones, ça joue... Enfin, je vais aller très, très bref. À la fois sur les glandes au niveau du cerveau, mais également au niveau des ovaires pour ne pas ovuler.
ne pas avoir le pic de LH, etc. Si j'ovule pas, l'ovule et le spermatozoïde ne se rencontrent pas. À noter juste que les progestatifs, ça arrive d'ovuler. C'est pour ça que certaines personnes ont leurs règles et d'autres non. Ça arrive. Mais en tout cas, ça joue sur l'endomètre et la glaire cervicale. Donc, ça fonctionne comme ça. Ostroprogestatif, il y a la pilule, patch et l'anneau vaginal. Progestatif, il y a implant, pilule et DIU hormonal. Et donc, en fait, il y aurait autant d'effets secondaires dans un implant que dans une pilule progestative. Enfin, sur le plan, on va dire, du spotting. Ouais. Ok, d'accord. Il y a juste le SIU. Parfois, tu as un peu moins d'effets secondaires. Le fait que ce soit local, parfois, il y a un peu moins de spotting. Et les dosages ne sont pas tout à fait les mêmes. Et par exemple, pour tout ce qui est prise de poids, changement d'humeur, saut d'humeur, etc., parfois, on constate moins de ces effets secondaires quand c'est en local, donc directement dans l'utérus, que l'implant. D'accord. Ouais, donc c'est bon à savoir. Si jamais on a eu un implant qui s'est pas bien passé, au final, on pourrait peut-être quand même tester le DIU, du coup. Ouais. Ok. Ouais, c'est bon à savoir. Tu vois, je pensais pas que c'était aussi similaire. Moi, je me disais c'est pas au même endroit. Donc voilà, justement, l'implant, où est-ce qu'il se situe exactement? Alors l'implant, c'est un petit bâtonnet qui ressemble à une allumette souple en plastique qui se place à l'intérieur du bras, vraiment en dessous du sillon entre le biceps et le triceps. Ça se pose donc en cabinet avec une anesthésie locale. Lorsqu'il est posé, il peut rester en place 3 ans. Pour le coup, donc c'est très efficace et on peut le retirer plus tôt évidemment, et sinon on peut le retirer au bout de 3 ans et puis réitérer l'expérience. Et c'est vrai que c'est une contraception. L'avantage de l'implant, c'est que plus besoin d'y penser, mais également ça permet aux personnes qui ont envie d'une contraception longue, mais par exemple qui n'ont jamais eu un examen gynécologique, de pouvoir avoir cette contraception qui ne touche pas aux voies génitales. Ouais, donc ça c'est l'avantage de l'implant. Et du coup, comment ça fonctionne exactement, vu que c'est un endroit bien précis où c'est situé, ou c'était choisi un peu au pif parce que ça bouge pas trop à cet endroit-là? Alors c'est une bonne question. Je sais pas s'ils ont évalué toute la surface du corps, mais en tout cas c'est simple à poser, vraiment juste en sous-cutané. Et en fait c'est une libération d'hormones et donc ça passe à travers les vaisseaux. Juste qu'au lieu de prendre par la bouche et que ça passe par l'estomac et les vaisseaux, bah c'est à travers les vaisseaux dans le bras. Ouais. Que ça D'accord. passe les hormones. Ok. Non, mais je me posais la question parce que je me disais, au niveau anatomique, je sais pas, ils se sont dit peut-être à cet endroit-là, ça doit aller mieux que d'autres. On verra. Je me renseignerai si jamais je trouve la réponse. Question. Je vous la mettrai dans la description de ce podcast, on sait jamais. En tout cas, c'est un endroit qui est simple à poser, simple pour retirer, très simple à poser en sous-cutané et donc très simple à retirer aussi. On n'est pas sur une opération. Voilà. Tu vois, le but, c'est que l'implant il reste en place aussi. Donc, à mon avis, ça a été évalué comme ça. Oui, j'imagine. Et donc, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en charge par la Sécu, l'implant? Ouais, complètement. La plupart beaucoup de contraceptions sont prises en charge par la Sécu. Généralement, c'est à 65% Sécu et le reste par la mutuelle. À noter que avant 18 ans, dans tous les cas, c'était déjà pris en charge à 100%. À présent, à partir de janvier, ça va être jusque 25 ans pour beaucoup de contraceptions. Les plus communes, les pilules, implants, DIU. Par contre, il y a toujours des contraceptions qui ne sont pas prises en charge du tout. Et passé 25 ans, en tout cas, si on n'a pas de mutuelle, il y a un reste à payer. Et il y a certaines pilules qui ne sont pas remboursées non plus. D'accord. Ouais, donc ça dépend vraiment des marques un peu. Ouais. Ok, d'accord. Et ça, le mieux, c'est de voir directement avec son professionnel de santé, parce qu'on va pas pouvoir tous les lister dans cet épisode. Ouais, et puis je liste pas de marques. Oui, c'est vrai. Mais en fait, souvent, les contraceptions, les pilules qui ne sont pas remboursées, c'est des pilules qui n'ont pas l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché contraception, mais qui sont en fait, par exemple, des traitements anti-acnéiques, qui en fait ont un pouvoir contraceptif. Mais comme ils n'ont pas l'AMM contraception, ils ne sont pas remboursés en contraception. Enfin, voilà. D'accord. C'est plus pour ça. Ouais. D'accord. Et est-ce que du coup, au niveau du stérilet, on va plutôt dire dispositif intra-utérin, parce que sinon ça donne l'impression que ça pourrait nous rendre stériles, et je pense que du coup tu vas nous dire que non. Comment ça se passe en fonction? Est-ce que déjà c'est le même protocole quand c'est le stérilet au cuivre ou hormonal du coup? Donc effectivement, c'est le mot commun. Moi, j'utilisais encore stérilet parce que c'est ce que tout le monde comprend. Mais c'est bien de dire les deux, effectivement, stérilet et DIU, dispositif intra-utérin. Non, ça ne rend absolument pas stérile. Comment ça fonctionne? Premièrement, c'est un dispositif qui a une forme de T dans la plupart du temps, qui se place à l'intérieur de l'utérus.
Pour rappel, l'utérus, il est fermé par le col de l'utérus et donc on ne peut pas voir dans l'utérus. Donc ça se pose lors d'une consultation gynécologique. On met un spéculum qui est cet instrument qui ressemble un peu à un bec de canard dans le vagin et l'opérateur va glisser comme une fine paille à l'intérieur du col de l'utérus pour monter jusque l'utérus pour libérer ce dispositif, ce T. Alors souvent la grande question c'est est-ce que ça fait mal? C'est ça. Premièrement, chaque personne est différente. Après, honnêtement, avant d'avoir accouché, c'est pas l'acte le plus agréable, il est vrai. Mais après, chaque personne réagit différemment. On peut prescrire des antalgiques avant la pause. Se sentir en confiance avec le professionnel qui le pose, c'est hyper important. On peut mettre de la musique, de la respiration, de la méditation, de la sophro, tout ça pour aider à la pause. Et ça, donc, c'est la même pause, peu importe si c'est hormonal ou pas. Lorsque c'est mis en place, les DU au cuivre, la plupart du temps, c'est des dispositifs qui peuvent rester en place 5 ans. D'accord. Il existe certaines marques qui durent 10 ans. C'est souvent des dispositifs un peu plus gros et qu'on prescrit plutôt en fin de vie de cycle, quand on s'approche de la ménopause. Sinon, c'est souvent 5 ans. Et les DU hormonaux, il en existe 3 types. Un plus petit qui peut rester en place 3 ans max. Et sinon, il en existe 2 qui peuvent rester en place 5 ans. Et donc, ça ne fonctionne pas de la même manière. Encore une fois, comment j'explique à mes patientes donc, il y en a un avec hormones et l'autre sans hormones. Quels sont les avantages, les inconvénients des uns des autres? Cuivre, l'avantage qui peut être un inconvénient pour d'autres, c'est l'absence d'hormones. Mais c'est vrai qu'en ce moment, de plus en plus de monde souhaite se libérer des hormones. Donc, c'est pour beaucoup vu comme un avantage, bien que ce n'est pas un avantage absolu. C'est sans hormones. Néanmoins, il peut y avoir une augmentation de l'abondance des règles et de la douleur des règles, donc des dysménorrhées. Et donc, selon l'abondance et la douleur qu'on avait avant, c'est une contraception qui va être proposée ou non, parce que clairement, des règles hémorragiques pendant 11 jours à ne plus pouvoir vivre, voilà, on peut comprendre qu'on ne choisit pas cette contraception. Complètement. Et du coup, pourquoi en fait ça augmente les menstruations? C'est l'action du cuivre qui a un côté un peu inflammatoire et qui augmente les règles. Tout en sachant que, je rebondis, il y a plus d'une personne qui, en fait, le schéma classique de la française, c'est pilule, premier enfant, DU. Oui. C'est vraiment le schéma classique. Ça se modifie de plus en plus, mais on va dire qu'en moyenne, c'est comme ça. Et donc, il y a beaucoup de monde qui a passé 10 ans de sa vie sous règles, sous pilule, et qui, sous DU, se dit « Waouh, j'ai des règles hémorragiques », alors qu'en fait, c'est juste des règles normales. Ouais. Ça m'arrive avec une patiente. Je dis « Mais non, ça va, en fait, vous ne changez pas tant que ça. » Je dis comparé à d'autres. Et donc, les avantages et les inconvénients du DU hormonal, donc les deux, pour le coup, l'avantage, c'est la durée, pas besoin d'y penser. Les hormones, après, chacun réagit différemment aux hormones. Donc, certains vont adorer et vont trouver ça génial parce qu'ils vont plus avoir un syndrome prémenstruel incroyable et des sautes d'humeur incroyables, alors que d'autres, ça va en provoquer. Certains vont avoir un poids qui va se stabiliser et d'autres, une prise de poids importante. L'acné, pour certains, ça va diminuer, pour d'autres, ça va augmenter. Idem pour la pilosité. Ça, on ne peut pas savoir d'avance. Surprise. Et donc, globalement, pour implant, pilule et DU hormonal, donc tout ça, c'est les progestatifs, on dit que sur 3 femmes, femme ou personne menstruée, vu qu'il n'y a pas que des femmes qui ont leurs règles, il y a une personne qui ne va plus du tout être réglée, une personne qui va avoir des spottings et une personne qui va avoir des règles régulières et en peu d'abondance. Concernant les personnes qui ont des spottings, donc ça représente un tiers, et on dit qu'au bout de 3 à 6 mois, 80% de ces personnes ne vont plus en avoir. C'est important de le dire parce que c'est ça aussi la contraception, c'est quand on comprend les inconvénients et les risques, et c'est ce que je disais au début, en fait, comprendre, ça permet de garder une observance, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui est, par exemple, dégoûté de l'implant parce que des spottings pendant 3 mois et veut plus du tout d'hormones, et qui pendant 3 ans tâtonne mais trouve pas une contraception adéquate, et finalement, parfois, de se donner le temps, mais je sais que 7 mois de spotting, clairement, c'est insupportable. Mais voilà, c'est vraiment une histoire de balance, en fait. Ouais, donc, qui est individuelle, mais voilà, donc ça, c'est vraiment les inconvénients des progestatifs. Non, mais tu as anticipé ma question parce que justement, j'allais te demander, d'après toi, est-ce qu'il y a un délai à attendre?
quand on vient de se lancer dans une contraception où ça peut être entre guillemets normal ou très fréquent d'avoir des effets secondaires, parce que j'entendais justement souvent cette notion de minimum 3 mois, voire 6 mois. Ouais, exactement. Et c'est vrai que justement, il y a des femmes qui des fois réagissent tellement... Enfin, des fois, d'avoir des règles en continu ou d'avoir tout le temps mal à la tête, ben, ça peut être long d'attendre 3 6 mois, même plus. Donc, ça peut se comprendre. Mais à la fois, de se dire, s'il y a des chiffres qui disent qu'au final, au bout de tant de temps, ben, il y a tant de femmes qui n'ont plus de problème ou d'effets secondaires, ben, ça peut valoir le coup, quoi. C'est ça. Mais quand on le sait avant, et ben, du coup, on se dit, bon, ok, en conscience, je sais que je prends le risque, j'ai signé pour. Alors qu'effectivement, quand on n'a pas l'info, qu'on se retrouve avec des spottings pendant 3 mois et plus, je peux comprendre qu'on ait juste envie de tout balancer. Oui, et puis même, je peux comprendre aussi qu'on se dise, ah mais mince, on m'avait pas prévenu, pourquoi on m'a pas prévenu. Sur ça, c'était important du coup de le préciser. Donc là, on a plutôt cité toutes les contraceptions, enfin, les réversibles, on va dire, sur lesquelles on n'a pas pensé à grand-chose, en fait. Oui, et juste, je vais redire un petit mot si tu l'acceptes sur le patch et l'anneau vaginal. Oui. Le patch, ça ressemble à un patch anti-tabac qui se met en place et qui se change toutes les semaines pendant 3 semaines d'affilée. Puis pause, le même schéma que la pilule, 1 semaine de pause et c'est reparti. Et donc l'anneau vaginal, ça ressemble vraiment à un anneau, comment je pourrais décrire ça, un anneau souple, un peu quand on regarde à quoi ça ressemble une cup, mais on coupe la partie cup, on garde que l'anneau du haut, ça ressemble à ça, un peu plus grand, et en fait à l'intérieur il y a des ostroprogestatifs. Et donc, ça se met dans le vagin un peu comme une cup, en fait, 8 et hop, c'est parti. Et une fois qu'on met en place l'anneau, il peut rester en place 3 semaines, on l'enlève 1 semaine et on enchaîne. Le patch et l'anneau, pour le coup, ce sont des contraceptions ostroprogestatives non remboursées. Donc ça, c'est le petit budget. Ouais, et tu dois du coup racheter à chaque fois. Mais c'est quelque chose que Même l'anneau, c'est pareil, tu le laisses pendant, du coup, je crois que t'as dit 3 semaines. 3 semaines, ouais. Et après, tu mets un nouveau. Ok. Donc, t'as pas besoin de changer à chaque rapport, etc. Non. Et vu que c'est en haut au niveau du col de l'utérus, c'est vrai qu'on l'a pas précisé non plus tout à l'heure pour les DU, mais on le sent pas du tout pendant les rapports. C'est juste. Parce que c'est vrai que on m'a déjà posé la question avec le stérilet, surtout en rééducation du périnée, mais on peut utiliser la sonde alors que j'ai le stérilet, je suis là, ça n'a rien à voir, je vais pas monter jusqu'à votre col de l'utérus aussi. Alors, pour le coup, le DIU, en fait, il y a des fils qui sortent de l'utérus pour tirer dessus, comme un tampon. Ces fils, ils sont vraiment hyper souples, hein. Ça ressemble à des fils de nylon quand on faisait nos bracelets quand on était petite. Donc, c'est pas si évident, mais il est vrai que selon la longueur, parfois, ils peuvent être sentis. Et donc, on fait en sorte de les couper finalement assez longs, genre 2-3 cm, pour qu'ils soient souples. Alors que s'ils rebiquent d'un demi-centimètre du col, parfois ça... On peut plus les sentir. Ouais. Moi, mon conseil, vu que j'imagine que c'est majoritairement des personnes avec endométriose qui vont écouter ce podcast, c'est que ne dites pas à votre partenaire que c'est possible qu'il sente les fils. En fait, vous dites rien. Vous avez des rapports et si vous dites rien, c'est qu'il n'y a rien. Parce que évidemment qu'il va vous le dire s'il y a un truc. Il va pas, comme beaucoup de nanas, se dire « Oh, j'ai un peu mal pendant les rapports, mais c'est pas grave, je vais rien dire. » Pas du tout. Il va vous dire « Attends, là, il y a un truc qui me pique le gland, il faut faire quelque chose. » C'est ça. Même si on va rappeler que c'est pas normal, nous, en tant que femme, d'accepter d'avoir un peu mal ou de pas être totalement bien. Exactement. C'est pas le sujet de ce podcast, donc. Voilà, mais c'était l'occasion de le glisser. Oui, mais non, mais t'as raison. Mais voilà, mais par contre, le dites pas parce que si vous le dites, non, mais le flip, quoi. Ah non, mais complètement. Et moi, c'est ce que je conseille aussi souvent ça avec mes patientes pour l'épaisseur. C'est quand il y a des dessins d'organes, au final, avec l'anneau ou le DISH, en fait, elles peuvent avoir des rapports. Mais c'est vrai que sur le coup, elles disent, ah bon, mais non, mais il va le sentir. Et pareil, je leur dis, dites rien, et vous voyez. Et du coup, il va vite vous le dire s'il le sent ou pas. Et en général, elles reviennent en disant, j'y croyais pas trop, mais c'est vrai, on le sent pas. Je dis, ah, non, c'est tellement tout en haut que non. Donc, c'est quand même important de le préciser. Ouais. Et puis, j'allais dire, en vrai, quand on n'est pas soignant, on se pose pas beaucoup de questions quand on va loin, quoi. Non, oui. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais bon, vu que des fois, ça peut être des inquiétudes, tu vois, de se dire, bien sûr. Est-ce que ça va pas sentir ou qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec ou pas. Enfin, moi, je me suis souvent rendu compte, je me suis dit que les patientes, elles pensaient que le stérilet, c'était au fond du vagin. C'est au fond du vagin, mais c'est au niveau du col, en fait. Et plein de fois, j'ai dû ressortir mes maquettes en leur expliquant où est-ce que c'était. Et tu te dis, c'est quand même dommage juste qu'elles aient pas... Peut-être qu'on leur a expliqué, elles ont oublié, mais qu'elles aient pas conscience de où est-ce que c'était exactement. On connaît pas encore très bien notre anatomie, des fois. Mais bon, ça va évoluer. Donc ça, en fait, c'était surtout, du coup, tous les contraceptifs auxquels on n'avait pas pensé. Donc, on a rajouté en plus le patch et l'anneau. Ouais, c'est ça. Là, on a fait le point des contraceptifs hormonaux. J'ai juste pas parlé des...
En fait, c'est très variable selon les régions à quel point on l'utilise ou pas. Les progestatifs injectables, qui sont des progestatifs qu'on injecte une fois tous les 3 mois. C'est juste que les effets secondaires et les contre-indications sont plus importants. Donc, c'est pas une contraception hyper répandue, mais voilà, ça peut parfois valoir le coup d'en parler. C'est juste que ça peut augmenter le risque d'ostéoporose pour le coup. Mais voilà, ça existe. Il y a un peu ce qu'on appelle des contraceptions plan B, quoi. Ouais. Et ça, en fait, du coup, le jeu, c'est quoi? C'est d'avoir une injection tous les 3 mois et ça nous Ouais, couvre du coup pendant 3 mois. exactement. Et c'est à nous de les faire ou c'est un professionnel de santé de le faire? C'est une bonne question. Moi, je pense que tu vas en consulte pour le faire. Je pense aussi. Mais tu sais, vu qu'il y a des J'avoue que je patients, l'ai des fois. jamais fait. Oui, comme de l'insuline, mais Oui. non, je pense que c'est lors d'un rendez-vous. Mais j'avoue Oui. que là, j'ai un petit doute en toute honnêteté. Oui. Non, Mais non, je mais pense à que oui. voir. Mais du coup, faut pas hésiter à en parler à son professionnel de santé aussi pour essayer de voir. Puis je dis ça alors qu'il y a plein de femmes qui se sentiraient peut-être pas, enfin de personnes avec un utérus qui se sentiraient peut-être de se faire soi-même les injections aussi. Bien sûr. Donc c'est pour ça. Mais savoir, mais c'est important de savoir que ça Ouais. existe. Et donc là, on va aussi essayer peut-être de parler d'un autre moyen de contraception. En fait, souvent, c'est du coup 2 moyens de contraception qui sont couplés pour, j'imagine, majorer l'efficacité. Donc ça serait le diaphragme avec le spermicide. Ouais. Donc en fait, le diaphragme, ça ressemble comme à une cup menstruelle qu'on aurait vachement aplatie. Quand on regarde, ça peut être assez long, soit une forme un peu d'ovale, soit vraiment comme une cup, mais un peu plus plate, qui vient comme une cup, en fait, vraiment se positionner au fond du vagin et donc protéger mécaniquement l'entrée de l'utérus, le col de l'utérus, en mode je fais une barrière, c'est une méthode barrière, pour que les spermatozoïdes ne progressent pas. En l'occurrence, contrairement au préservatif, comme ça ne prend pas toute la paroi vaginale, il y a plus de risques que le diaphragme, et il y a une autre contraception qui ressemble, c'est la cape cervicale. Il y a plus de risques que ça bouge et que les spermatozoïdes passent sur le côté, etc. Et donc souvent, c'est couplé effectivement avec les spermicides qui ressemblent globalement à du gel qui va ralentir la progression des spermatozoïdes. Les spermicides seuls, clairement, sont extrêmement peu efficaces. C'est très vivement déconseillé de les utiliser seuls, à part pour les couples qui se disent on n'a pas vraiment envie de mettre autre chose que des spermicides, pardon. Et s'il y a une grossesse, c'est tout. On est conscient que c'était une contraception peu efficace. En gros, c'est ça. Mais ouais, on en parle peu de la cape et le diaphragme. Le diaphragme, c'est plus efficace que la cape. C'est pas remboursé. Par contre, l'avantage, c'est que ça peut être lavé. D'accord. Ouais. Et du coup, tu peux le réutiliser. Exactement. Là, pour le coup, c'est des contraceptions. Je parlais tout à l'heure dans les questions. Est-ce qu'on veut des contraceptions auxquelles on pense tous les jours? Est-ce qu'on veut des contraceptions auxquelles on pense pas? Il y a les contraceptions auxquelles on pense à chaque rapport. C'est le cas cap, diaphragme, préservatif interne, externe. En l'occurrence, les préservatifs se mettent au moment de la pénétration, alors que le diaphragme peut être placé plusieurs heures avant et doit être retiré dans tous les cas plusieurs heures après. Ça doit rester en place un certain nombre d'heures. Alors, ça peut paraître bizarre de se dire non, mais je vais pas mettre un diaphragme 8 heures avant. Mais en même temps, un couple, deux personnes qui se fréquentent et qui ont pris rendez-vous ce soir, arrêtons. Il y a quand même certains moments quand tu te prépares pour un rendez-vous galant, tu sais très bien qu'il peut ne rien se passer. Mais n'empêche que dans ta préparation, parfois juste t'ajoutes ton diaphragme. Le pipi pré-rapport existe souvent, peut servir également à ça. Oui, et puis même au final, moi je dis souvent, est-ce que c'est si embêtant alors qu'au final tu peux mettre aussi un préservatif? Donc en fait c'est un peu la même chose. Mais je sais pas pourquoi il y a plus de blocage pour la cape et le diaphragme que pour un préservatif. Enfin, moi ça m'a toujours... c'est les mêmes inconvénients entre guillemets sur le moment de se dire, voilà, il faut l'insérer, c'est tout. Je pense que c'est le côté tabou du vagin. Oui, tu vas mettre un préservatif, souvent prend son préservatif externe. Et donc, il y a ce côté, mettre un préservatif sur un pénis banal. Oulala, mettre un doigt dans son vagin pour mettre un diaphragme. Oulala, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même trop bizarre. Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais, il y a des chances. Tu dois avoir raison. Mais du coup, moi, j'ai jamais trop compris. Je me dis, pour moi, c'est les mêmes inconvénients, quoi. C'est oui, à un moment donné, il faut mettre
comme tu as dit, une méthode barrière en fait pour freiner le passage des spermatozoïdes et se dire, ben non, ils iront pas dans notre utérus, donc moyen de contraception. Voilà. Et donc en fait, la différence entre cap et diaphragme, si j'ai bien compris, c'est juste la forme et que le diaphragme, tu peux le garder plus longtemps. Ouais, c'est pas tout à fait la même forme, c'est surtout ça la différence, bien que, et du coup, j'avoue que je ne peux pas l'expliquer. Il y a certains diaphragmes qui ont des formes qui ressemblent vachement plus à des capes, mais souvent c'est un peu plus large. Et pour le coup, en termes d'efficacité, l'indice de Pearl est meilleur pour les diaphragmes, donc Ouais, plus les diaphragmes que les capes à choisir. ouais. Et surtout que maintenant, il y a des formes un peu plus simples que la forme un peu plus allongée à mettre. Et donc, c'est soit en silicone, soit en latex. Donc, c'est possible également pour les personnes qui sont allergiques au latex. Et du coup, donc, tu peux l'utiliser pendant combien de temps vu que tu peux le laver? Il y a quand même un délai ou... C'est-à-dire, combien de temps il peut rester en place? Non, en fait, le diaphragme, t'as dit que du coup, on pouvait le laver j'imagine, entre chaque rapport. Et du coup, après, tu lui donnes combien de durée de vie à peu près? Eh ben, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Ok. C'était pour voir, vu que c'était pas remboursé. Moi, j'avais vu à peu près que ça coûtait 61 € à peu près, mais du coup, je me dis, c'est pareil, vu que ça peut paraître un budget pour certains, mais dire quand est-ce qu'il faut le changer, en fait. Bah, c'est une bonne question, tu vois. Je me dis, est-ce que ça dépend des fabricants, tu vois, un peu comme les culottes de règles, parfois c'est les fabricants, mais franchement, je vais pas m'avancer, j'ai un doute. Ouais. Donc, à voir. Ouais. Désolée. Et du coup, non, mais t'inquiète. Et l'avantage, du coup, c'est vraiment que le diaphragme, tu peux le garder, du coup, tu m'as dit, on le garde pendant au moins 1 heure après le rapport? Au moins 2 heures après le rapport. Ok. Max 6, il peut être mis 8 heures avant le rapport. C'est juste qu'il faut renouveler les spermatozoïdes peu de temps avant le rapport. Mais ça peut être plus simple parce que ça fait le côté lubrifiant, jus, etc. D'accord. Ok. Après, du coup, comme autre méthode barrière, il n'y a rien d'autre qui peut venir bloquer les préservatifs. Ouais, les préservatifs, du coup, masculins et féminins. Interne-externe. Interne-externe, t'as raison. C'est vrai, il faut préciser comme ça. Mais le interne n'est pas remboursé par la Sécu, à ma connaissance. C'est assez récent, hein, effectivement, que les préservatifs externes soient remboursés, tout en sachant que pour le moment, les 2 seules marques qui remboursent, pour le moment, c'est des préservatifs au latex. Donc, il y a toute une partie, effectivement, qui n'est pas concernée. Non, c'est ça le problème. Mais bon, voilà. C'est un bon début déjà. C'est un bon début. Et n'oublions pas que c'est le seul moyen de contraception qui protège des IST. C'est ce que j'allais dire. Et juste pour revenir, donc en fait, le diaphragme, c'est un peu moins efficace que les préservatifs, mais ça peut être intéressant. Ça peut être couplé, par exemple, pour les personnes qui sont en train d'apprendre des méthodes naturelles d'observation du cycle. Et bien, parfois, on peut additionner les méthodes de contraception et effectivement utiliser, par exemple, un diaphragme pour quand on n'est pas encore tout à fait sûr de sa zone fertile, parce qu'on sait qu'en réalité, on s'appuie sur autre chose. Et c'est ça aussi où parfois les contraceptifs, on se dit, bon, bah, c'est un peu moins efficace que le préservatif, mais en fait, je suis en train de coupler avec une méthode d'observation du cycle, donc j'optimise les chances que ça fonctionne. Alors qu'au final, tu pourrais très bien utiliser aussi un préservatif externe ou interne, mais au final, il y a... Ouais, tout à fait. Souvent la gêne des sensations, enfin, il y en a qui disent ça. Bah, c'est souvent ce qui est rapporté. Donc, dans ces cas-là, le diaphragme, ça peut être une idée vu qu'il y a vraiment que le fond et donc le pénis touche la muqueuse vaginale. Ouais. Donc, c'est sûr, ça joue. Et justement, dans les méthodes d'observation, qu'est-ce qu'il existe? Alors, il y a des méthodes qui fonctionnent et des méthodes qui sont vraiment peu recommandées. On en parle de plus en plus, la symptothermie, comme son nom l'indique. Tu as fait un épisode, je pense, sur la symptothermie. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est l'épisode 19 avec Mélissa Carlier, du coup, de Mélissa Cyclo-Intima. Pour celles et ceux qui veulent en savoir encore plus, la Charline va juste vous faire un résumé. Mais faut pas hésiter, on en a parlé pendant un long moment avec Mélissa. Bon, bah, voilà. Non, mais c'est très bien, c'est ce que j'allais dire, en fait, la symptothermie. Souvent, je l'explique en 2 mots, mais c'est effectivement c'est pas quelque chose où on dit, OK, j'ai compris le principe, je me lance. Donc, voilà. Le principe, c'est d'observer ses symptômes et sa température, thermie, et on couple des symptômes de cycle parce qu'en fait, notre corps nous dit quand est-ce qu'on ovule et donc quelle est notre période fertile de par des changements au niveau de la glaire cervicale, mais également, je ne sais pas si on en a parlé, parfois des modifications au niveau du col. Ouais. Et il y a certaines personnes qui se basent sur le col plutôt que la glaire cervicale. Et la température. L'avantage pour ceux pour qui c'est un avantage, c'est que c'est sans hormones. L'inconvénient, l'inconvénient. Parfois, j'aime pas dire avantage et inconvénient parce qu'en vrai, c'est tellement individuel. Oui. En fait, à noter que c'est quand même une contraception qui demande forcément, ça paraît évident, mais une symbiose, un dialogue dans le couple.
Après, je nuance mes propos parce que du coup, on peut se dire que c'est une contraception qui convient plus peut-être à un couple installé et que c'est plus difficile pour les personnes qui ont des rapports irréguliers avec telle ou telle personne. Alors que j'en discutais avec quelqu'un qui justement utilise cette méthode, qui m'a dit, mais en fait, moi, ça m'a fait repenser ma contraception en me disant, en fait, moi, j'ai choisi ma méthode de contraception. Là, je suis en période fertile. Je n'ai pas envie d'utiliser tel truc. Ben, en fait, juste, on va avoir des relations sexuelles sans risque de grossesse et donc sans pénétration vaginale. Et donc, c'est aussi un moyen de penser sa sexualité différemment, qu'on soit en couple installé ou pas. Après, c'est pas adapté à tout le monde, comme chaque contraception. C'est vrai que ça a le vent en poupe. À noter que bah c'est tout. Il y a certaines personnes qui ont besoin de réguler leurs règles, leur cycle, la douleur des règles, l'abondance des règles. Et donc c'est vrai qu'être sans hormones, c'est être sans filet de ce point de vue-là, idem que le cuivre. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'une personne qui aimerait tester cette méthode, mais qui n'est pas adaptée à toutes. Et puis ça demande quand même aussi une discipline. Ouais. Que tout le monde n'a pas envie d'avoir, clairement. C'est ça. Moi, ce que j'allais dire, pour moi, la principale question à se poser pour ce type de méthode, c'est à savoir, est-ce que déjà, on a envie de s'observer? Il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie de savoir comment elles fonctionnent, et c'est complètement OK. Bien et c'est aussi de se dire qu'il faudra quand même prendre souvent sa température. Ouais. Au départ, pendant 6 mois, en tout cas, Mélissa conseille de prendre tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est un pli à prendre, mais c'est aussi pour prendre cette rigueur et pas oublier. Donc, voilà, tout le monde n'est pas forcément prêt à faire ça, et ça peut se comprendre. Mais comme tu dis aussi, le côté positif, si je peux dire ça, ou ce que ça peut entamer, c'est une discussion avec son partenaire qu'on aurait peut-être moins dans d'autres moyens de contraception. Et moi, je sais que la meilleure réflexion, c'est quand un jour ton conjoint il te dit, mais attends, pourquoi t'as envie de suivre, pourquoi t'es irritable? Attends, elles sont pas bientôt tes règles en fait, parce que c'est en période fertile il y a pas longtemps. Et là, tu dis, ah oui, d'accord. Enfin, ça, il y a avant, j'aurais jamais eu ce type de discussion. Par exemple, tu te dis, ouais, du coup, quand il y a plus de symbiose aussi, mais il faut aussi avoir un partenaire avec qui on est OK d'en parler et qui, lui, est intéressé aussi par le sujet. Donc, bon. Exactement. Mais on peut apprendre plein de choses, en fait. Ouais, tout à fait. Et on peut se dire, c'est encore très fastidieux pour la personne menstruée, alors que parfois, c'est le partenaire qui tend le thermomètre, C'est ça. Voilà, c'est possible d'inclure dans la réalisation du graphique. Après, il y a d'autres méthodes. Une qui est également plutôt efficace, c'est les méthodes de la glaire cervicale, sans la température. En fait, vraiment, ce qui est bien avec ces méthodes-là, c'est que ça part du principe que nous ne sommes pas un livre et que nous sommes changeants. J'ai parfois des personnes qui me disent « Mais je comprends pas, cette fois-ci, j'ai un cycle court, pourquoi ?» En fait, je sais pas forcément l'expliquer, mais juste partons du principe que le cycle prochain sera différent. Et de ce principe-là, en fait, ne faisons pas confiance à la méthode du calendrier. Non. Il y a certaines personnes qui disent bah oui, on sait que le calendrier, il faut pas compter 14 jours après le début des règles, mais 14 jours avant. Non. Mais en fait, on s'en fout. Juste, si demain, j'ai un choc émotionnel et que j'ovule après-demain, c'était pas du tout prévu. Je sais pas, je suis à la fin de ma semaine de règles, je pense que je suis hyper protégée. Non. Non. En fait, le corps humain est imprévisible et c'est le genre d'infos qu'on a qu'une fois que ça s'est passé. C'est ça le problème. Genre, ah tiens, mes règles se sont avancées. J'avais pas remarqué que j'avais ovulé plus tôt. Oui. Alors que lire son corps et lire ses symptômes, c'est vraiment effectivement la clé quand on choisit ce genre de méthode naturelle. Idem, la méthode du retrait. Alors, certaines personnes sautent au plafond quand j'en parle dans les contraceptions. Mais au bout d'un moment, à toutes les personnes qui écoutent ça et qui disent « Mais il faut arrêter de parler de retrait quand on parle. » Personnellement, j'ai encore énormément de patients qui utilisent cette méthode. Donc, c'est à partir du moment où des gens l'utilisent, c'est que c'est utilisé et qu'il faut en parler. On ne va pas juste dire « c'est de la merde, n'en parlons pas ». Il faut donner les infos pour les personnes qui le veulent. Et encore une fois, en fait, on parle de plus en plus de responsabiliser nos patients. Donc, j'estime que je donne toutes les infos et qu'après, chacun se responsabilise. La méthode du retrait est plus efficace que zéro contraception. Par contre, effectivement, c'est clairement pas hyper efficace. Le retrait, c'est la technique qu'on peut appeler de coït interrompu également. Donc, pénétration vaginale et éjaculation à l'extérieur du vagin, tout en sachant qu'il y a du liquide préséminal qui est sécrété avant l'éjaculation et pas que juste avant. En fait, au même titre qu'il y a une lubrification naturelle
du vagin, il y a une lubrification du pénis, et donc il peut y avoir des spermatozoïdes dès le début du rapport. Et donc oui, il y a des grossesses avec la méthode du retrait, sans parler de oups, je me suis pas retirée à temps, dommage. C'est ça. Voilà. Mais encore une fois, parfois c'est une technique qui est couplée avec des méthodes d'observation du cycle, et puis il y a aussi vraiment des personnes qui se disent en fait, on veut pas un enfant là, mais notre aîné a 1 an. En vrai, là, tout de suite, c'est ce qu'on a sous la main. On n'a pas envie de se prendre la tête. Et s'il y a un bébé, il y a un bébé. C'est ça. Ou alors pas envie de se lancer dans une autre contraception et se dire on fait ça et voilà. Ça. Et en fait, on accepte le risque. Et vraiment, moi, je suis pour ne pas infantiliser les gens tant qu'ils ont les infos. Tant qu'ils ont les infos. Voilà. Donc le but, justement, c'est de donner les infos, en fait. C'est exactement. Donc c'est effectivement pas la contraception. C'est pas une contraception très efficace. C'est plus efficace que rien, mais voilà. C'est peut-être pas, si on veut pas du tout avoir d'enfant, la première méthode à utiliser. On est d'accord. Et d'ailleurs, dans les questions tout à l'heure que j'ai posées, j'ai oublié cette question-là de à quel point l'efficacité est importante. C'est une question cruciale, mais également, est-ce que je veux des enfants ou pas? Parce que du coup, ça permet ensuite de parler aussi des contraceptions définitives. Mais oui, c'est sûr que là, je suis toute jeune ado. Clairement, je ne veux pas d'enfant. Et voilà. On va peut-être oublier le retrait. Voilà. Même, et en sachant, moi, surtout là, quand tu parles de jeune ado, c'est le premier truc qui me vient. Moi, j'avais vu une fois une de mes patientes que je suivais pour une scoliose, donc j'ai suivi pendant très, très, très longtemps. Et c'est vrai qu'elle se confie beaucoup à moi. Et un jour, elle me dit, non, mais de toute façon, moi, là, avec tel garçon, je pense que, moi, je veux pas prendre la pilule, mais bon, je sais pas, il m'a proposé de faire le retrait, t'en penses quoi? Et j'ai fait, en fait, non, de toute façon, parce que déjà, premier truc, c'est préservatif, point. Parce que pour les infections sexuellement transmissibles, tu t'es fait tester? Non. Lui non plus? Non. Donc, en fait, il n'y a pas de négociation à avoir. Moi, c'est ce que, j'essaie d'insister sur ça en me disant, donc, en fait, c'est surtout chez les jeunes, en fait, des fois, je me dis, mais on les met très tôt sous pilule, en conseillant comme moyen de contraception ou des fois pour calmer l'acné, etc. Mais est-ce que des fois, c'est pas aussi faire croire aux jeunes filles et des fois aux jeunes garçons aussi, que du coup elles sont à 100% protégées, qu'il n'y a peut-être pas besoin du préservatif parce qu'elles sont protégées de toute grossesse, tu vois, et minimiser un peu les IST en fait, tout simplement. Moi j'ai ce ressenti des fois un peu. C'est une bonne question, au même titre qu'il y a encore 3 jours, on me posait la question, mais en fait pourquoi on met pas des DIU chez toutes les jeunes filles? En fait, clairement, la patiente qui prend sa première contraception, je sais pas, avant 17 ans, il a de fortes chances qu'elle veuille pas dans les 5 ans de grossesse. Pourquoi pas directement mettre un DIU en fait, la contraception, et ça, c'est vraiment toute la magie. Enfin, moi, c'est ce que j'adore dans la contraception, c'est que c'est vraiment une histoire de balance individuelle. Et en réalité, on a beau dire, le risque de grossesse non désirée est supérieur avec les préservatifs seuls. Et dans la balance, souvent une IST, quand elle est diagnostiquée, elle peut être traitée. La grossesse aussi, mais pas les mêmes enjeux. En fait, on va plus miser là-dessus. De même, le DU, ça demande de faire un examen gynécologique qui n'est pas forcément aisé au début d'une vie sexuelle. Et c'est vraiment une histoire de balance, mais qui est en train de complètement changer dans tous les sens où à présent, on pose des DU chez des personnes de 17 ans ou des personnes de 35 ans repassent au préservatif tout le temps parce qu'en fait... ça leur convient et c'est beaucoup plus simple. Et vraiment, il y a de moins en moins de normes. Il y aura toujours une norme, une moyenne. Il y aura toujours une moyenne. Mais tout est en train de se bousculer et c'est génial. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de passer dans cet épisode, c'est que, en fait, vraiment, tout existe et il y a de fortes chances que vous n'ayez pas la même contraception tout au long de votre vie. Est-ce que j'allaite? Est-ce que j'allaite pas? Est-ce que j'ai des problèmes de santé? Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis en couple? Est-ce que j'ai des rapports avec des personnes différentes? Est-ce que je suis pas en couple mais je vois quelqu'un régulièrement? Il y a toutes ces questions-là qui, en fait, évoluent au cours de la vie. Et en fait, on a aussi d'autres choses à gérer que la contraception. Donc là, tu l'as dit, on parle de la contraception dite féminine parce que c'est le sujet du jour. Évidemment, ça n'occulte pas les contraceptions masculines. Non. Voilà, je sais que tu en parleras, mais je le dis parce que je sais que les personnes qui nous écoutent, à un moment donné, elles vont se dire « Oui, parce qu'encore une fois, on parle des nanas. » Mais encore une fois, en fait, il faut donner les infos parce qu'à ce jour, premièrement, tout le monde n'est pas en déconstruction.
Deuxièmement, il y a également juste des personnes menstruées qui ne laisseront pas la responsabilité d'une grossesse à quelqu'un d'autre que la personne qui a un utérus. Et enfin, en fait, juste le principe du choix, c'est de parler de tout. C'est ça. Point. Donc, c'est pas une injonction que de parler de contraception dite féminine. Et il est intéressant pour diviser la charge mentale, ça peut être de diviser les frais de contraception gynéco, diviser les frais de contraception quand il y en a, diviser, enfin juste en parler, filer son ordonnance à son partenaire pour qu'il aille chercher. C'est ce genre de petites choses qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, attends, je sens que je suis partie dans tous les sens, mais c'est juste pour dire que c'est juste pour dire que la contraception, vraiment, ça évolue. Et ne vous faites pas une idée préconçue. On ne peut pas dire, et c'est très important pour moi, qu'une contraception est bonne ou mauvaise de manière absolue. En tout cas, à ce jour, concernant certaines contraceptions. Je nuance mes propos, parce qu'effectivement, là, il y a quelques mois, il y a certaines contraceptions qui sont des... En fait, là, j'ai parlé des progestatifs, c'est des micro-progestatifs dont j'ai parlé. Ouais. Il existe des macros, et c'est des contraceptions là qu'on a... toutes les personnes qui prenaient ces contraceptions, elles ont dû les arrêter pour passer sur des micro-progestatives, passer des scanners IRM, tout ça au niveau du cerveau pour vérifier le risque d'angiome. Donc, clairement, c'est grave. Effectivement, les hormones, ce sont des médicaments qui modifient des choses dans notre corps. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, un peu comme l'écologie, en fait, il y a des moments dans la vie, on peut pas penser à autre chose. Ouais. C'est une trop grosse charge mentale. On dit que la contraception, c'est une charge mentale. Ça l'est, mais pour d'autres, c'est un confort. En fait, j'ai ma pilule. Je connais les risques, je connais les tenants, les aboutissants. Mais en fait, aujourd'hui, franchement, me lancer dans autre chose, alors que je viens de démissionner de mon boulot, que je viens de rompre, que truc, en fait, je j'ai pas la tête à ça. Et en fait, c'est OK. C'est ça. C'est OK. Et c'est surtout qu'on est personne, en fait, pour juger le choix de quelqu'un d'autre, Ouais. en fait. Encore une fois, mais dans les, je le dis souvent dans ce podcast, mais c'est moi, le but aussi de ce podcast, c'est pas juste de dire aux gens ça c'est bien, ça c'est mal, parce que de toute façon, ça n'existe pas. C'est juste de transmettre des informations, parce que je trouve que en France et dans plein d'autres pays, on fait pas assez de prévention et d'information vis-à-vis de nos patients. En général, ils arrivent quand ils sont déjà malades, et en fait... Moi, je suis toujours mal à l'aise quand on me dit, mais en fait, ça aurait pu être évité. Ouais. Peut-être, parce qu'on peut jamais dire oui, mais des fois, tu dis, oui, ou alors, ah, mais non, je pensais qu'il y avait que pilule, implant. Bah oui. Et encore, l'implant, des fois, il y en a plein qui ne connaissent pas aussi, mais en pilule, implant, stérilet, préservatif. Et en fait, tu dis, non, il y a quand même d'autres méthodes qui sont peut-être des fois un peu moins fiables ou pas, qui des fois sont moins connues, qui des fois ne sont pas remboursées aussi. Mais pourquoi on prévient pas juste les personnes sur ça? Et en effet, du coup, moi, personnellement, je vais juste faire la parenthèse. J'ai fait le choix de faire un épisode du coup entier sur les contraceptions dites féminines. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne veux pas que l'épisode dure 4 heures et parce que je sais qu'il va forcément être un peu plus écouté en scindant les deux plutôt que de devoir en fait en parler à chaque fois. Et puis même, je pense que dans les méthodes dites masculines, ça va peut-être être aussi plus intéressant de vraiment expliquer comment ça fonctionne parce qu'il y a une sorte de... pas de refus, mais... je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'appréhension, bien sûr. C'est encore moins frais aujourd'hui de dire que c'est l'homme qui va porter la contraception, alors que ça se peut complètement et on est pour si c'est décidé en fait. Donc c'est comme au même titre que ça peut être les deux tout simplement en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Chacun prend 100% sa part de responsabilité. Non, c'est juste et de toute façon. Je suis complètement d'accord avec toi. En réalité, là, je dis que de plus en plus de patients utilisent les préservatifs à 35 ans. Et je sais très bien que quand ils sortent, par exemple, de la maternité et qu'ils disent on va prendre les préservatifs, encore beaucoup de soignants disent non, mais sinon, vous voulez quoi comme contraception ? Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où on a parfois, c'est vrai, tendance à infantiliser. Clairement, je suis désolée aussi pour toutes les personnes qui ont découvert ces dernières années les effets secondaires de la pilule et qui se sentent en fait un peu parfois trahis par le corps médical en se disant en fait juste j'aurais aimé savoir. J'aurais peut-être quand même pris cette contraception, mais maintenant que je prends ça et que je découvre ça et surtout que je découvre qu'on me l'a pas dit, en fait ça crée beaucoup de colère et un refus presque total d'une contraception qui aide beaucoup. Et en fait, le manque d'infos, effectivement, c'est un vrai danger de santé publique parce qu'aujourd'hui, par ce sentiment de colère et de surprise de tous les effets secondaires de la pilule, il y a certaines personnes
pour qui cette contraception est parfaitement adaptée, mais qui sont en colère et qui l'arrêtent. Par exemple, en 2013, ça remonte maintenant, quand il y a eu un peu la révélation des risques thromboemboliques de phlébite, il y a eu beaucoup d'arrêts de pilules. Il y a eu beaucoup de grossesses non désirées. Et en fait, la grossesse a un risque thromboembolique supérieur à la pilule. D'accord. Et le truc, c'est que quand il y a comme ça des bad buzz, il y a des réactions soudaines sans en discuter avec son professionnel de santé et en se disant, en fait, pour ma santé, il vaut mieux que j'arrête la pilule, mais parfois sans un manque d'information. Et vraiment, je rappelle aux personnes qui nous écoutent, n'oubliez pas que vous n'êtes pas forcément la population générale. Je suis désolée de le dire, mais en fait, de principe, là, ce qu'on est en train de faire va sûrement être écouté par des personnes qui sont déjà sensibilisées. Et le but, c'est que les personnes qui sont sensibilisées permettent que les infos voyagent aux personnes qui ne cherchent pas les infos, parce qu'en fait, on a les infos qu'on cherche. Et en fait, vraiment, ce que j'ai envie de rappeler aux personnes qui s'informent là-dessus, c'est que vous n'êtes pas la population générale. Vraiment. Et en fait, la grande majorité des gens vont arrêter la pilule, se dire la méthode du retrait, ça fonctionne, avoir une grossesse non désirée, alors qu'initialement, ils faisaient ça par rapport à un risque de thrombose. Et qu'en fait, ils viennent de l'augmenter et à ça ajouter une IVG. Enfin, voilà, c'est juste pour dire que vraiment, la discussion avec un professionnel de santé avec qui on se sent en confiance et qui est ouvert d'esprit et qui donne des informations complètes, c'est vraiment de l'or. Je sais que c'est pas forcément aisé, mais peut-être qu'en le redisant, ça redonne espoir à toutes les personnes qui disent « j'ai la flemme de à nouveau chercher un nouveau professionnel qui me comprendra et qui m'écoutera. Continuez parce que le jour où vous trouvez, c'est bon, quoi. Vous allez tout gagner. » Voilà, c'est surtout ce que j'ai dit dernièrement à une de mes patientes qui n'avait pas été ultra convaincue par les professionnels de santé qu'elle avait consultés pour sa contraception. Je l'avais aussi un peu orientée vers tout ce qui était téléconsultation aussi, parce que je me disais en fait peut-être que par chez nous elle a pas trouvé quelqu'un qui lui correspondait. Après d'ailleurs pour faire un suivi gynéco, du coup c'est plus compliqué en téléconsultation, mais pour juste avoir des informations sur la contraception, bien on sûr, peut aussi peut-être être plus à l'aise certaines de parler derrière un écran aussi. Faut pas hésiter, ça existe depuis le Covid, c'est un peu flambé aussi. Profitez-en en fait. Complètement, il y a plein de contraceptions, bien sûr, qu'on peut prescrire à distance. Au final, même la pilule, il faut une prise de tension pour la prescrire, mais on peut très bien prescrire une pilule à distance après en avoir discuté et mettre sur l'ordonnance après prise de tension en pharmacie. Donc complètement, c'est juste de le souligner. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que, et moi je rajoute sur, pour moi n'importe quel professionnel de santé qu'on consulte, en fait, on doit avoir un lien de confiance et que ça doit être quelqu'un avec qui le feeling passe, parce que sinon, on peut pas vous accompagner quand vous nous faites pas confiance et quand il n'y a pas un dialogue. C'est pas comme ça, notre rôle de soignant, soigner, entre guillemets. Mais bon, c'était surtout sur ça. Et donc, du coup, comment ça se passe si on reçoit quelqu'un, que ce soit homme ou femme, qui ne désire pas du tout d'avoir des enfants, ou alors qui a déjà 2 enfants, par exemple, et qui veut plus du tout avoir d'enfants? Qui souhaite peut-être plus tendance à proposer. Il y a les contraceptions définitives, dites masculines, dites féminines, donc la ligature des trompes et la vasectomie. Ces méthodes de contraception, dans tous les cas, il y a un premier rendez-vous pour en discuter et donner les informations. Il y a forcément 4 mois de réflexion avant l'opération. Ce sont des contraceptions qui doivent être considérées comme irréversibles. Effectivement, elles peuvent être réversibles, mais il y a plus de 50% de chances que ça ne fonctionne pas. Donc, partons du principe que c'est irréversible. Concernant la ligature des trompes, c'est le fait de couper le conduit qui amène l'œuf qui part des ovaires jusqu'à l'utérus. Concernant la vasectomie, on coupe les tuyaux, donc les canaux déférents qui amènent les spermatozoïdes des testicules vers le liquide séminal. Et donc, en fait, le liquide séminal n'est pas produit au même endroit, ce qui permet à la personne avec pénis de vivre sa vie sexuelle comme si de rien n'était, d'avoir quand même des éjaculations. C'est juste qu'il n'y a pas de petits poissons dans le liquide. C'est tout. Et donc, pareil, information, 4 mois de réflexion, opération. L'opération pour la ligature des trompes est plus invasive, c'est sous célioscopie, donc c'est les 3 trous dans le ventre, nombril et au niveau un peu des fosses iliaques, alors que c'est en fait beaucoup plus simple pour les personnes avec des testicules parce que ça peut être sous anesthésie locale, juste là sous les testicules, 2 petits trous, 2 petits ciseaux, tac tac, on coupe,
on ferme, peut-être un bleu le lendemain et c'est Et fini. c'est tout. Et Bah, c'est c'est plus juste extériorisé, donc forcément, eh bah oui, exactement. c'est plus Et c'est facile. juste que il faut encore attendre 3 mois pour que ce soit efficace, Mm. parce que les spermatozoïdes, qui sont éjaculés aujourd'hui, en fait, ont été produits il y a 3 mois, donc ils ont déjà commencé leur chemin. Et donc c'est quand même, quand on pense à la vasectomie, il y a quand même un délai de 7 mois facile. Mm. Euh, À partir du premier rendez-vous ouais, jusqu'à la contraception définitive, exactement, quoi. c'est ça. D'accord. Et par contre, pour les femmes, on est d'accord, il n'y a pas ce délai de 3 mois. Non, quand c'est coupé, c'est coupé. Voilà, on est d'accord. Parce que les ovules, ils n'arrivent pas un peu avant, quoi. Ouais, non. Bah, j'allais dire juste si ça a lieu 3 jours Oui, après ton ovulation, attends tes oui, prochaines règles, quoi. oui, oui. Non. On va quand même se laisser un petit Voilà. délai, mais bon, quand même. D'accord. Et donc ça, comme tu l'as dit, on le considère vraiment comme quelque chose d'irréversible. Et Ouais, est-ce c'est que ce du qu'il coup, faut il se y a dire. un âge auquel il faut attendre ou... Et bah, légalement, faut être majeur, c'est tout. D'accord. Ça, Ok. c'est légalement. En réalité, je sais que c'est l'une des grandes difficultés aujourd'hui rencontrées, c'est qu'effectivement, des personnes. En fait, c'est écrit nulle part hein, qu'il faut avoir 35 ans et 2 enfants pour faire une Mm. contraception définitive. Mais ouais, enfin, le monde médical est un monde patriarcal au possible. Mm. Et du coup, le médecin paternaliste va estimer que tu risques de le regretter toute ta vie si à 25 ans, tu as décidé de faire ça. Ben, parfois, il vaut mieux regretter de ne pas avoir d'enfant que de regretter d'avoir un enfant, j'ai envie de dire. Mm. Bah oui, parce qu'au niveau des conséquences, c'est quand même pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. C'est tout, en fait. On fait des choix dans la vie. Parfois, on regrette, Mm. parfois, on est content. Mais en fait, c'est que, enfin, basta, on est chacun responsable tant qu'on a les infos de ses choix. Donc, on doit être majeur. Il existe des groupes Facebook où des gens se partagent des gynécos, parce que forcément, l'opération est faite par un gynéco, pas par une sage-femme, qui ne sont pas regardants concernant l'âge. Et ça, t'as les Et noms des groupes Facebook, du coup, où tu pourras me non, les j'ai pas passer? les noms. Ok. Bon, non, Je pas de suis souci. désolée. J'essaierai de me renseigner si je les trouve. Je les Je mettrai sais que du coup sous dans la mes posts, description. sous la vasectomie, il y a des gens qui ont donné des noms de groupes, mais Ah, j'ai bah, pas j'irai regardé. voir. Non, non, t'inquiète, j'irai regarder, je les mettrai dans la description du coup de Ouais, ce podcast pour celles et ceux qui seraient intéressés. Mais c'est vrai que c'est, tu vois, c'est comme t'avais fait la mini parenthèse tout à l'heure pour le stérilet ou le DIU. C'est vrai que c'est ouais, pareil. Il y a encore ouais, certains professionnels de santé qui refusent tant que tu n'as pas ouais. eu d'enfant parce que apparemment ça pourrait compliquer une future grossesse. Alors que comme Mm. tu l'as dit, aujourd'hui on peut le mettre même du coup sur des mineurs en fait au final. Le DU, oui. Oui. Donc, Ouais, enfin, ouais, les choses sont en train d'évoluer petit à petit et ouais, c'est pareil. Moi, je dis aux patientes, ben, tel professionnel vous avez dit non pour une raison qui n'est pas toujours très claire, ben, ouais, changez. Changez et il y a peut-être exactement. quelqu'un qui vous dira oui. Et moi, je pense que dans les contraceptions définitives, ben, justement, tu as ce délai, en fait, qui est là exprès pour avoir la réflexion. Donc, au final, au niveau légal, la personne a le temps de réfléchir Bah, c'est et si ça. tu l'as bien informée, Mais elle est c'est ça. grande. Et puis en vrai, t'as pas envie d'aller à l'hôpital et de te faire opérer. Enfin, franchement, t'as un peu la flemme. Et je suis sûre qu'il y a plein de monde qui serait intéressé par ce genre d'opération, enfin, de contraception et qui ont juste pas envie de se faire opérer. Mm. Donc quand tu le fais, C'est c'est que que tu as tu es quand réfléchi. même motivé. Juste concernant les spermatozoïdes, on peut proposer une conservation au CECOS, là, les centres de conservation des gamètes. On peut conserver des spermatozoïdes si toutefois il y a un regret, afin de faire une insémination si besoin. D'accord. Ouais, Mais s'il y a un regret, c'est-à-dire après avoir fait la ouais, la stérilisation. vasectomie. D'accord. En fait, c'est ça. Si c'est dans le couple la personne avec des testicules qui a fait la contraception définitive, on peut conserver ses spermatozoïdes pour se dire bon bah c'est tout. Si malgré tout il décide de refaire un enfant, bah, en fait on prend les bébés congelés et Mm. on peut les inséminer. À l'inverse, pourquoi on ne, ça je l'ai pas précisé, pourquoi on ne fait pas de conservation chez la personne avec ses ovaires? Bah, tout simplement en fait son cycle continue. Mm. C'est juste que l'œuf ne va pas jusque l'utérus. Mm. Mais si, pour X raison, finalement, il décidait d'avoir un enfant, ben, en fait, on fait une ponction. Il Oui. continue d'être produit. Mm. Et donc ouais, ça n'agit en rien sur les hormones. La personne qui a une ligature des trompes a ses règles tous les mois. Enfin, ça ne change absolument, absolument rien. C'est comme si vous n'aviez pas de contraception, Mm. mais il n'y a pas d'ovule. Mais par contre, le cycle continue de fonctionner. Et donc, on a nos règles, on a nos changements hormonaux, on a tout, pareil. Oui, donc en fait, quand on dit contraception définitive, pour résumer, on pourrait dire qu'en fait, ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir
d'enfants, enfin de nos propres enfants avec nos propres gamètes. Ça serait possible en fait sous FIV ou choses comme ça. Ouais. Non mais Bah oui. tu vois, oui, Ouais. non mais ça me paraît logique, mais tu vois, tu viens de m'y faire réfléchir. Je me dis, c'est vrai que on continue à avoir notre cycle. Enfin, ouais, mais tu vois, c'est Mais c'est pareil, vrai parce on que oublie un peu de nous le ouais. dire sous cette forme-là aussi des fois. Bah oui, parce qu'on parle de stérilisation Ouais, à ouais, visée ouais. contraceptive, c'est le mot qu'on emploie, donc c'est certain que ça fait penser à ça. Après, en toute honnêteté, à mon avis, pour pouvoir être, enfin, les critères parfois pour pouvoir faire de la FIV peuvent être quand même assez stricts. Oui, Donc, à mon avis, presque il faut une bonne raison, tu oui, vois. oui. Mais tu as quand même un droit au regret. Donc, Mm. voilà. Parfois, c'est aussi le genre de truc où peut-être que c'est pas parce qu'un médecin te dit non C'est que ce que le j'allais dire. voisin te dira non. Oui, puis c'est pas, enfin, si un jour quelqu'un nous dit, bah non, tu risques de le regretter toute ta vie, au final, c'est pas définitif. Ouais, mais Enfin, partons du principe que c'est oui, que c'est définitif. définitif. Ouais, Non, mais je vraiment. suis quand même d'accord avec toi, c'est le message qu'il faut Ouais, ouais. qu'il reste, mais à la fois, tu te dis, bon, il y a peut-être qu'un pour cent, enfin, j'ai un chiffre au pif, mais c'est pas zéro, quoi. De toute façon, dans la vie, c'est jamais zéro, mais C'est bon. jamais zéro. C'est bon à savoir. Est-ce que là, il y a d'autres moyens de contraception qui te viennent en tête ou tu penses qu'on a fait le tour d'à peu près tous les moyens de contraception? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense Vérifier aussi. ta petite liste. Oui, normalement, je pense qu'on a fait le tour. Donc, en gros, si on peut résumer, il y a tout ce qui est du coup contraception. Enfin, je sais pas trop comment les classifier. Toi, est-ce que tu as l'habitude de les classifier en hormonal, pas hormonal, ou justement ceux auxquels il faut ne penser à rien, ceux auxquels il faut penser, ceux auxquels il faut s'observer, les méthodes barrières? Non, ça dépend à qui je m'adresse. D'accord. Souvent, je classe hormonal, non hormonal, mais j'aime bien les classer aussi effectivement selon l'efficacité Mm. crescendo, enfin décroissante. Et j'aime bien aussi selon la méthode de prise, comme tu dis, pas besoin d'y penser, besoin d'y penser tous les Pensez. jours, besoin d'y penser. Mais souvent, c'est classé hormonal, non hormonal, et Ouais. après en prise orale, en méthode barrière, un truc comme ça. Mm. Et juste pour dire que certains diront que le moyen de contraception le plus efficace, c'est l'abstinence. Mm. Faut que je vous dise que c'est faux. D'accord, mais t'as Nous vraiment des sommes... gens qui disent ça, tu vois, moi ça me serait même pas venu à l'idée. Ah oui, oui, à chaque fois que D'accord. je fais un post pour rappeler que la contraception n'est pas efficace à 100%, certains me disent au final le plus efficace c'est l'abstinence. C'est faux. C'est faux. Nous sommes des êtres humains. En théorie, c'est la plus efficace, mais en pratique, faire 100% confiance à juste son bon vouloir et sa discipline, ce n'est pas une méthode efficace à 100%. Mm. Point. Une des méthodes efficaces, c'est d'être en couple avec quelqu'un qui a un utérus. C'est ça, oui, oui, oui. Si nous-mêmes on a Voilà. un utérus, quoi. Ouais. Deux personnes avec deux utérus ou deux personnes avec deux testicules, Voilà. normalement, Là, il n'y a pas de c'est vrai que c'est une des méthodes les plus efficaces. Tu as raison. Voilà. Ça va être la conclusion de cet épisode, je crois. Voilà. On va finir sur une bonne partie de rire, j'adore. Est-ce que du coup, avant de terminer, outre cette magnifique phrase que tu viens de nous sortir, est-ce que tu aurais une autre pour conclure, en fait? Je peux le dire plus d'une phrase. Bien sûr que oui, vas-y. C'est pas moi, je suis tellement bavarde, je pourrais pas te dire qu'une seule phrase, je serais Ok. mal placée. Non, pour moi, ce qu'il y a à retenir concernant la contraception, c'est que vraiment, c'est un choix individuel, personnel, vraiment, que aucun moyen de contraception n'est fiable à 100%. Je sais que quand je dis ça, beaucoup me disent ah mince, j'ai peur, mais en fait, quand je vous dis ça, c'est aussi un moyen de vous dire de manière détournée, en fait, si vous prenez votre contraception merveilleusement bien, à partir du moment où vous avez des relations sexuelles à risque de grossesse, il y a un risque d'une grossesse non désirée. Et donc, selon votre choix d'une interruption volontaire de grossesse, si c'est votre choix, et c'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est pas de votre faute non plus. Quand on parle de contraception, forcément, à côté, on parle de grossesse non désirée. On prend toutes ces précautions, on est responsable, mais quand on fait tout parfaitement, ce n'est pas de votre faute. C'est malgré tout parce que aucun moyen de contraception n'est fiable à 100%. Donc je le dis pas dans le sens on s'en fout, mais voilà, plus dans ce sens-là. Et que voilà, cette contraception, elle vous est propre. Et j'apporte tout mon soutien à toutes les personnes qui galèrent à trouver une contraception qui leur convient. Vraiment. Je sais que moi, j'ai l'impression, franchement,
de mener une enquête à chaque fois que je cherche une contraception pour quelqu'un parce que voilà, ça peut être compliqué de trouver la contraception qui nous convient. Ça peut. C'est sûr. Alors que là, avec cet épisode, on se dit, mais il y en a plein. Ouais. Mais il y a encore des fois, pour certaines personnes, où ça peut être compliqué de trouver le moyen de contraception qui coche un maximum de cases. Donc c'est vrai que tu fais bien de le rappeler. Et surtout, moi, je peux le préciser, je pense que ces personnes-là sont pas seules, loin de là. Comme tu dis, bien sûr. Si ça t'arrive souvent, oui. C'est que ça doit être beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense aussi. C'est ça. La contraception, je pense que si je dois dire une phrase, c'est que la contraception, c'est vraiment une balance. Il y aura toujours des inconvénients. Toujours à une contraception. Et donc, c'est toujours, en fait, trouver la contraception qui vous apportera le plus de bénéfices versus les inconvénients qu'elle vous apportera. Parce que rien n'est tout blanc ou tout noir, donc il y a toujours des avantages et des inconvénients. C'est une histoire de balance. C'est sûr. Mais en tout cas, on espère que cet épisode déjà aura pu aider certaines, je vais dire femmes ou hommes, mais c'est vrai que toi, je t'entends souvent essayer d'être plus inclusive en essayant de dire personne avec utérus et personne avec pénis, et tu as raison. Il faut que j'essaye de parler un peu plus comme ça, mais que ça aura pu éclairer certaines personnes pour en apprendre un peu plus sur les moyens de contraception, encore une fois plutôt dites féminines que masculines, parce qu'il y aura un prochain épisode qui arrivera. Donc voilà, donc merci beaucoup Charline. Et si merci Maïté. Les auditeurs de ce podcast qui veulent essayer de te suivre, où est-ce qu'on peut les rediriger ? Eh bien, sur mon compte Instagram, @charline.sagefemme, et j'ai lancé depuis peu, et là, je vais la refournir à nouveau, ma chaîne YouTube, Charline Sagefemme, donc n'hésitez pas. Ok, parfait. Tous les liens seront dans la barre de description de cet épisode. Et puis, du coup, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quel moment vous écoutez cet épisode. Et puis, à bientôt, Charline. À bientôt, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si tu es arrivé au bout de cet épisode, c'est peut-être que cet épisode t'a plu ou t'as appris quelque chose, donc n'hésite pas à le partager autour de toi ou à partager cet épisode en story sur Instagram. C'est clairement ce qui nous permet de diffuser massivement ce podcast. Et aussi, si tu as 5 minutes et que tu es vraiment adepte de Anahata Podcast et que tu ne loupes aucun épisode, n'hésite pas à aller prendre 5 minutes pour pouvoir noter Anahata Podcast directement sur ton appli de podcast, donc Apple Podcast, mais aussi depuis janvier, tu peux aller directement le noter sur Spotify. Et oui, c'est la grande nouvelle, donc ça me ferait vachement plaisir de pouvoir aller lire déjà vos notes, mais aussi surtout vos commentaires sur à quoi Anahata, pourquoi ça vous plaît, pourquoi, qu'est-ce que ça a appris, qu'est-ce que... Je sais pas, je m'emballe là un peu, mais c'est surtout, si vous voulez m'aider en fait, c'est le meilleur moyen. Et voilà, donc j'arrête parce que là je m'emballe, il est beaucoup trop tard. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt du coup en mars pour un nouvel épisode.